Salut, c'est Tanguy de la boîte à bac. Dans cette vidéo, on poursuit notre analyse du chapitre « L'environnement entre exploitation et préservation, un enjeu planétaire ». Dans notre première vidéo, on a cherché à définir l'environnement, à s'intéresser à l'évolution de cette notion et à la façon dont l'homme cherche à concilier exploitation et préservation de l'environnement. Et je te conseille vraiment de commencer par celle-là avant de regarder celle-ci. Car maintenant, on va voir la tension entre exploitation et préservation de l'environnement au travers des deux révolutions majeures qui ont touché notre climat, la révolution néolithique et la révolution industrielle. Dans les deux vidéos suivantes qu'on place sur YouTube, on va s'intéresser au rôle des individus et des sociétés dans le changement climatique et chercher d'ailleurs à mieux comprendre ce qu'est le changement climatique et comment on cherche à lutter contre celui-ci. Et par ailleurs, pour conclure ce thème d'AGGSB, nous étudions le cas des États-Unis dans une vidéo qui est exclusive à l'application. Tu peux donc la télécharger sur Google Store et l'App Store pour découvrir ce dernier cas pratique. D'ailleurs, l'application de la boîte à bac contient plein d'autres éléments pour réussir en AGGSB. Imagine, on a fait plus de 25 vidéos de méthodologie, plus de 1500 questions pour réviser tout le contenu de ton programme. Et d'ailleurs, tu peux défier des amis dessus, comme ça rend l'apprentissage un peu plus ludique. On a également des fiches, on a des cartes mentales, etc. Bref, ce qu'il faut pour réussir ton bac et donc être heureux à la fin de l'année. Tu peux également trouver tous nos autres contenus de révision sur notre site laboiteabac.fr, mais maintenant, étudions notre chapitre. Intéressons-nous tout d'abord à cette fameuse révolution néolithique que tu as vue déjà en 6e, mais si tu te rappelles un peu de ce programme, je suis sûr. La révolution néolithique. La révolution néolithique, que l'on désigne également sous le terme de révolution agricole, c'est le moment où l'homme est passé d'une situation de chasseur-cueilleur à une situation d'agriculteur. C'est-à-dire qu'il a cessé d'être nomade, donc de se déplacer sans cesse afin de se nourrir, devenant plutôt sédentaire, donc restant au même endroit sur le long terme. Rester au même endroit, c'est donc construire des habitations, mais c'est surtout avoir des ressources stables agricoles en faisant de l'agriculture et de l'élevage. On peut faire commencer cette période à des dates différentes en fonction de l'endroit du globe où on se trouve. Ainsi, elle commence en moins 10 000 avant l'ère commune, au Proche-Orient, et on date son arrivée en France à partir de moins 5800. Entre parenthèses, quand je dis ère commune, c'est une autre façon de dire avant Jésus-Christ, mais qui permet de s'écarter d'une religion particulière. On parle de néolithique, qui signifie en grec pierre nouvelle, par opposition avec la période qui la précède, le paléolithique, qui veut dire pierre ancienne. Attention, bien évidemment, ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout d'abord, les êtres humains ont commencé à se rendre compte que les endroits où ils laissaient se disperser les graines après avoir mangé étaient plus fertiles, avec des éléments qui poussaient à ces endroits-là. Ensuite, ils commencent à comprendre comment mieux semer ces graines pour pouvoir mieux récolter. Puis, ils vont commencer à domestiquer les végétations et les animaux. Domestiquer une plante, c'est en gros l'améliorer pour qu'elle soit plus nutritive. Et de même, pour les animaux, il s'agit d'une part de les rendre moins féroces, d'autre part de les habituer à l'être humain et également de les rendre plus nutritifs. C'est ainsi par exemple que l'auroch est devenu la vache. La fécondité et la démographie augmentent au fur et à mesure que le niveau de vie s'améliore durant cette période. Ok, c'est bien cool pour la culture G, mais quel est le rapport entre néolithique et environnement? Eh bien, le néolithique, c'est tout simplement une rupture profonde du lien entre l'être humain et son milieu. En effet, comme l'être humain commence à planter de la végétation, commence à transformer les espèces animales, on peut dire que c'est à partir de cette époque que l'homme devient le maître de son milieu. C'est ainsi que l'archéologue Jean Guilaine affirme dans son ouvrage La seconde naissance de l'homme, le néolithique, de dominer, les sapiens deviennent dominants. Ils ont pris conscience de leur aptitude à transformer la matière vivante. Et on va le voir, les conséquences environnementales de cette révolution agricole sont majeures, bien qu'elles soient encore éloignées des conséquences de la révolution industrielle. La révolution agricole se traduit par les premiers déboisements de forêts afin d'y installer des cultures ou des habitations. C'est à cause de telles pratiques, sur le long terme, conjuguées à d'autres effets dont on parlera plus tard, qu'il n'y a plus de forêt primaire en Europe, c'est-à-dire plus aucune forêt
qui n'a pas été profondément transformé par l'activité humaine. Alors, c'est une aparté, mais selon certains climatologues, il n'y a en fait aucune forêt primaire dans le monde, car même la forêt amazonienne, par exemple, a été transformée par l'homme depuis très longtemps. Mais je referme cette parenthèse. Les chèvres et les moutons broutent les jeunes pousses des arbres, ce qui empêche les forêts de s'étendre. Commencent également les premiers incendies volontaires, toujours dans cette perspective d'exploitation de l'environnement. Les paysages sont grandement modifiés et adaptés aux pratiques humaines telles que l'agriculture irriguée. Les animaux, on l'a dit, ne sont pas épargnés par cette transformation profonde de l'environnement et y participent même d'une certaine manière. Ainsi, l'élevage provoque l'essor de maladies transmissibles à l'homme et des émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Le nombre d'animaux sauvages est également en plein déclin, car beaucoup d'entre eux sont vus comme une menace pour les élevages d'animaux domestiques. Et, comme nous venons de le voir, leur habitat naturel est détruit, les forçant à migrer ou à disparaître. Ainsi, c'est vers cette période que le lynx eurasiatique cesse d'exister. Tous ces éléments poussent certains paléoclimatologues, tels que William Rodiman, à placer dans le néolithique le début de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est un terme qui désigne la période géologique actuelle, qui est caractérisée par l'impact déterminant des activités humaines sur l'évolution de l'écosystème planétaire. C'est ainsi l'avènement de l'homme comme principale force de changement sur Terre. Il s'appuie sur le fait que pendant le néolithique, les déforestations, certaines cultures particulières telles que les rizières, les transformations des espèces animales et leur production de méthane produisent beaucoup de gaz à effet de serre et donc suffisent en tant que tels à changer la trajectoire climatique de la Terre. Mais beaucoup d'autres historiens et de climatologues ne sont pas d'accord et considèrent que ce n'est qu'à partir de la fin du 19e que l'être humain transforme la plupart des caractéristiques de la Terre. Et d'ailleurs, quand on va regarder les conséquences de la révolution industrielle, tu vas voir que la quantité de gaz à effet de serre est bien plus importante qu'à l'époque néolithique. Et c'est pour ça que ces climatologues marquent le début de l'Anthropocène lors de la révolution industrielle dont on va parler tout de suite. La révolution industrielle. Commençons par définir ce qu'est la révolution industrielle. Il s'agit d'une rupture majeure, puisqu'on voit le basculement d'une société agraire, artisanale et rurale à une société commerciale, industrielle et urbaine. La première révolution industrielle naît en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et repose sur l'invention de la machine à vapeur qui utilise le charbon. La seconde révolution industrielle débute en Europe et aux États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle et atteint son paroxysme après la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci repose sur l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, notamment l'électricité, le gaz et le pétrole. L'industrialisation et l'urbanisation qui en découlent provoquent une forte pollution terrestre, atmosphérique et aquatique. Et pour que cette évolution soit bien visible par toi, regardons ce schéma. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on constate? À partir de la seconde révolution industrielle, les émissions de gaz à effet de serre explosent, notamment aux États-Unis. En effet, en 1850, le monde émet moins de 50 millions de tonnes de carbone contre 1550 millions de tonnes en 1950. Ces émissions ont donc été multipliées par 31 en l'espace de 100 ans. Et tu te rappelles donc quand je te parlais de la révolution néolithique, on était encore bien largement en dessous de tout ça en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On voit que ce sont majoritairement les États-Unis qui contribuent à ces émissions, quasiment à hauteur de 50%. Mais ne t'en fais pas, on reviendra sur le cas bien particulier des États-Unis dans notre dernière vidéo consacrée à ce thème. Pour l'instant, retiens juste qu'ils ont majoritairement contribué à cette explosion des gaz à effet de serre et qu'ils y contribuent encore fortement aujourd'hui, bien qu'ils aient été récemment dépassés par la Chine. Comment commence la prise de conscience de cette pollution? Dans un premier temps, on ne s'intéresse pas tellement aux conséquences environnementales, mais plutôt aux conséquences sur la santé humaine. Et ce, jusqu'à la fin du 19e siècle. En effet, on est à l'époque de l'hygiénisme et on explique la plupart des maladies humaines par la mauvaise qualité de l'eau, des sols et de l'air.
donc autrement dit par la pollution. Car les industries étaient assez proches des villes et donc on sentait tout de suite les conséquences de celles-ci sur les santé humaines. On critiquait donc le développement des usines, le fait qu'elles rejettent de la pollution atmosphérique ou encore des eaux polluées au sein des rivières, non pas pour protéger l'environnement, mais par prudence pour la santé humaine. À titre d'exemple, tu peux retenir qu'entre 1840 et 1900, plus d'1 million de Britanniques vont mourir des conséquences de la pollution. Et si l'on raisonne à l'échelle de l'Europe et du monde, on est à plusieurs millions de morts. Alors pourquoi est-ce que c'était si grave pour la santé humaine? Déjà, je te l'ai dit, à l'époque, les usines étaient au cœur des villes. Et donc la pollution retombait sur les ouvriers et sur toutes les personnes qui vivaient dans la ville. D'autre part, les conditions de travail dans les usines et dans les mines n'étaient pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. Et par exemple, un mineur finissait presque toujours par avoir, au bout d'une dizaine d'années, des résidus de charbon dans ses poumons. D'autre part, le charbon émettait d'énormes quantités de particules fines et également beaucoup de dioxyde de soufre et d'azote. Mais globalement, bien qu'on se rende compte des conséquences à la santé humaine, l'exploitation est bien plus importante que cette santé. Et l'industrialisation se poursuit, ce n'est finalement que l'invention du chemin de fer qui va pousser les entreprises à éloigner les usines des villes. Et ce sont les mouvements ouvriers et quelques députés qui vont les pousser peu à peu à améliorer les conditions de travail dans ces usines. Une usine éloignée des villes, c'est certes moins dangereux pour la santé, mais pour l'environnement, ça reste globalement la même chose. Une autre conséquence de la révolution industrielle, c'est la croissance démographique. En effet, c'est durant cette période de révolution industrielle qu'on va faire d'énormes essors dans la chimie et permettre ainsi le développement d'engrais. Qui dit engrais dit de meilleures récoltes, donc une population mieux nourrie, qui va donc faire plus d'enfants, qui vont également se nourrir et qui va donc falloir nourrir en développant encore plus d'agriculture, donc utiliser encore plus d'engrais chimiques, etc. C'est donc un cercle vertueux pour la population, mais désastreux pour l'environnement, car ces engrais chimiques polluent les sols et à long terme les rendent stériles, ce qui va donc pousser à faire de l'agriculture à d'autres endroits qu'on va également rendre stériles avec ces engrais. Au passage, tu as certaines régions du centre des États-Unis qui vont être ravagées par l'érosion due justement à cette agriculture intensive dès les années 1930. Ainsi, la production agricole, la production de biens de consommation, le transport de tous ces biens à travers le monde va contribuer à polluer celui-ci. Grand 3, les conséquences de la révolution industrielle aujourd'hui. Je te disais donc qu'on allait s'intéresser aux secteurs les plus polluants en France aujourd'hui. Ce schéma met en évidence la répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre en France. Et que constate-t-on? On constate que le secteur qui pollue le plus, et d'assez loin, c'est celui des transports avec une contribution de 30%, soit un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. En effet, une grande partie des modes de transport, notamment les voitures, camions et avions, dépendent largement de combustibles fossiles, l'essence, le diesel et dans le cas des avions, le kérosène. Or, leur combustion libère des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. À cela s'ajoute la construction et l'entretien des infrastructures routières qui ont un impact environnemental important car elles peuvent entraîner des déforestations, la fragmentation des habitats naturels et la destruction des écosystèmes locaux. Puis viennent l'industrie et l'agriculture à hauteur de 19%. L'industrie, résultat de cette fameuse révolution industrielle, pollue énormément compte tenu du fait que ce secteur utilise beaucoup d'énergie fossile, que leurs installations industrielles émettent dans l'air beaucoup de polluants, que ce soit l'oxyde d'azote, l'oxyde de soufre, qu'ils produisent une grande quantité de déchets qui peuvent contaminer les sols, les eaux souterraines et les cours d'eau. Et encore, ces 19% sont très flatteurs. Car on peut considérer qu'avec la désindustrialisation en France, finalement, on a exporté notre pollution. Je t'explique, on consomme beaucoup en France, je pense que tu l'as bien vu.
En clair, ce que nous produisons est bien inférieur à ce que nous consommons. Et donc, ce sont d'autres pays, par exemple la Chine, le Vietnam, qui vont polluer pour nous afin qu'on puisse consommer nos téléphones et autres. L'agriculture génère également beaucoup de gaz à effet de serre, notamment le protoxyde d'azote émis à partir de la décomposition des engrais appliqués aux agricultures. Et il consomme aussi beaucoup d'énergie fossile, notamment pour les opérations d'irrigation ou encore pour l'exploitation des machines agricoles. Enfin, viennent le secteur tertiaire et résidentiel à hauteur de 18%, l'énergie à hauteur de 10% et la gestion des déchets avec une contribution de 3%. L'industrialisation diffuse donc un modèle de développement fondé sur l'exploitation d'énergie fossile et de façon générale sur l'exploitation de nos ressources naturelles. Mais peut-on du coup trouver un équilibre entre l'exploitation et la préservation ? Alors, il convient dans un premier temps de faire une distinction entre ressources renouvelables et ressources non renouvelables. Les ressources renouvelables sont les ressources fournies par la nature en quantité illimitée, telles que l'eau, le soleil, le vent, ou qui se régénèrent à l'échelle de la vie humaine, notamment le bois ou encore les agrocarburants. Tandis que les ressources non renouvelables sont celles dont les quantités sont limitées dans le temps. Il s'agit par exemple de pétrole, de gaz, de charbon ou encore de minerais rares. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle, nous sommes dans un contexte de croissance démographique et de croissance économique. En clair, d'une part, nous sommes de plus en plus nombreux à consommer, d'autre part, nous consommons chacun beaucoup plus. Et ça, forcément, ça crée une pression sur nos ressources. Au point même que certaines ressources que l'on qualifie de renouvelables sont menacées. Par exemple, il y a certaines forêts qui disparaissent, tandis que des terres qui paraissaient extrêmement fertiles le sont de moins en moins. Le risque est donc pour les générations futures de ne pas pouvoir répondre à leurs besoins. Par exemple, selon certains spécialistes, on va épuiser nos ressources de pétrole dans les 50 prochaines années si on continue à consommer autant. Et au-delà de faire disparaître cette ressource, les conséquences pour notre environnement du relâchement de tout le CO2 contenu dans ce pétrole pourraient être désastreuses. Dans ce cadre, comment continuer à répondre à nos besoins sans épuiser nos ressources et en limitant les atteintes à l'environnement ? La plupart des personnes qui s'intéressent à ce sujet considèrent qu'il faut maintenant passer à une gestion plus durable de nos ressources et d'ailleurs d'une façon beaucoup plus générale passer à ce qu'on appelle le développement durable. Tu as certainement déjà entendu ce terme, développement durable, et il fait écho à ce dont je parlais auparavant. Le développement durable est un mode de développement qui permet aux sociétés actuelles de répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc il s'agit bien de répondre à des besoins, et en cela ça touche à l'économie. Il faut que ce soit la société entière qui en bénéficie, on est donc sur un pilier sociétal, et surtout, il faut que ce soit durable, que les générations futures puissent en bénéficier, et donc il faut pour cela préserver l'environnement. En 2015, après le succès des objectifs du millénaire pour le développement, l'ONU a adopté 17 objectifs de développement durable, dont certains visent une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles à l'horizon 2030. Un des moyens de limiter notre exploitation des ressources, c'est de développer l'économie circulaire. C'est un système de production et de consommation qui vise à utiliser de façon plus efficace nos ressources. D'une part, en limitant l'exploitation de nouvelles ressources pour créer des produits de consommation. Ensuite, de produire des biens qui pourront être utilisés plus longtemps. En gros, lutter contre l'obsolescence programmée. Favoriser également le troc, par exemple donner un objet dont on n'a plus besoin à quelqu'un en échange d'un autre objet, ainsi on évite de devoir détruire l'objet pour fabriquer de nouveaux objets. C'est également favoriser la location ou le prêt des biens que nous avons. Par exemple, je n'ai pas besoin tous les jours de ma perceuse, je peux donc très bien la prêter à Ellie pour ses travaux qui me la rendra après.
D'autres spécialistes vont même encore plus loin et pointent du doigt une incompatibilité entre notre modèle capitaliste et la société de consommation avec la protection de l'environnement. Ils sont donc favorables à ce qu'on appelle la décroissance. La décroissance économique, c'est un concept qui considère qu'on n'a pas besoin de produire davantage pour accroître le bien-être social. Pour les partisans de la décroissance, produire de moins en moins est indispensable afin de trouver un équilibre entre l'exploitation et la préservation de l'environnement. Pour résumer, retiens que la révolution néolithique, comme la révolution industrielle, représente une véritable rupture dans les rapports entre l'homme et son environnement. Au cours du néolithique, il n'y avait pas forcément de recherche d'équilibre entre l'exploitation et la protection de l'environnement, on cherchait surtout à exploiter les ressources pour obtenir un meilleur rendement. Les quelques mesures qui étaient prises avaient comme objectif principal de ne pas épuiser complètement la ressource, mais c'était rarement nécessaire de toute façon. Mais c'est à partir de la révolution industrielle que les conséquences majeures et parfois désastreuses de l'industrialisation sur l'environnement développent une conscience écologique. Naît alors cet objectif de développement durable par le biais d'une transition environnementale pour protéger et préserver l'environnement. Nous avons donc maintenant globalement cette conscience, reste à la mettre en application. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'environnement. J'espère qu'elle t'aide à mieux comprendre ce thème et que tu as pris un peu de plaisir en découvrant de nouvelles choses. Pense à liker, à t'abonner, à partager nos vidéos si elles te plaisent. C'est ce qui nous permettra de continuer à te créer du contenu en AGGSP pour mieux réviser. N'oublie pas également qu'on a d'autres contenus disponibles sur l'application La Boîte à Bac, donc n'hésite pas à aller la télécharger. Tu peux aussi, si tu le souhaites, contacter Isma qui m'a aidé à rédiger cette vidéo. Son email est dans les commentaires et il peut te donner des cours particuliers. Enfin, le kit bac d'AGGSP qui est un coffret complet avec l'accès à l'application et également des flashcards pour réviser, etc. est bientôt disponible sur notre site laboiteabac.fr et en librairie. Regarde donc notre actualité pour savoir quand on va le sortir. À bientôt!